Super. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Justine, ici derrière le micro. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Hortense. Bonjour Justine. Hortense Aran, tu es cofondatrice de Fleurs d'ici et de We Trade Local. C'est ça. Merci beaucoup d'être là. Donc on est aujourd'hui au bureau parisien. Tu es venue nous voir depuis l'hôtel de ville où tu es basée. On s'est rencontrés, mais bon, jamais aussi longtemps, on va dire. La dernière fois qu'on s'est vus et la seule fois, c'était dans la queue du bar aux universités d'été du mouvement Impact France. C'est le moment où je me suis dit qu'il fallait que je t'interviewe sur ce podcast aussi parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi. J'ai rencontré Chloé une fois et de Fleurs d'ici. Anna, notre collègue, nous a parlé de Fleurs d'ici lors de son entretien d'embauche il y a 3 ans quand on lui a demandé de nous citer un exemple inspirant d'économie circulaire. Beaucoup de personnes autour de nous ont recommandé vos aventures et votre projet. Donc je suis vraiment super heureuse de t'accueillir. D'autant plus qu'on va parler de choses passionnantes et aussi de choses assez poétiques. On va parler de fleurs et ça, c'est quand même super chouette. Écoute, j'ai assez dit pour cette introduction. Peut-être pour commencer, je vais te proposer de te présenter, Hortense. Merci Justine déjà pour cette invitation. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Hortense Aran. J'ai donc cofondé Fleurs d'ici et We Trade Local il y a maintenant 6 ans. On a commencé l'aventure avec mon associé Chloé Rossignol que j'ai rencontré sur la foi du projet, avec le premier projet qui s'appelait Fleurs d'ici. Moi, j'ai présenté un concours d'incubation en 2016 qui s'appelait Les Audacieuses, qui était porté par La Ruche, qui est la communauté des entrepreneurs sociaux en France, et qui était un concours dédié aux femmes dans l'économie sociale et solidaire, et dont j'ai eu la chance d'être lauréate de façon assez inédite et à la base avec vraiment 2 pages Word et un projet qui était à l'époque assez théorique qui disait on va relocaliser la filière des fleurs en France. Moi, j'ai un profil très généraliste. J'ai fait Sciences Po, j'ai été journaliste, pour la BBC. J'ai fait du conseil, j'ai travaillé. Enfin voilà, j'ai eu une carrière assez variée, mais pas Au départ, mon ADN n'est pas hyper business. Je suis pas une pro d'Excel, par exemple, et donc j'avais bien conscience du fait que c'était hyper important d'aller chercher cette compétence-là. Voilà, exactement. Et j'ai eu la chance assez vite d'avoir de la couverture média. Et sur la base du projet Fleurs d'ici, en fait, il y a eu un article dans Oui Demain. À l'époque, vraiment, j'avais juste à nouveau 2 pages Word. Mais j'avais déjà un article dans Oui Demain qui me présentait comme la pionnière du slow flower, puisque slow flower, c'est un dérivé de slow food en France. Et par chance, Chloé, qui est devenue mon associée, était abonnée à Oui Demain. Okay. Et donc, elle avait elle-même le même projet et elle m'a appelée. Et voilà comment on s'est associés au départ sur ce projet-là. Alors, donc au départ, on a commencé sur un projet qui s'appelait Fleurs d'ici, qui est donc une marque, une plateforme, je sais pas comment dire, enfin ça prend de multiples formes, mais l'idée c'est de proposer aux gens tout simplement des bouquets de fleurs locales et de saison. Ce qui peut paraître évident, mais qui à l'époque était tout à fait inédit puisque 85% des fleurs étaient importées, avec tout un tas d'impacts négatifs. On pourra revenir dessus, je pense, un peu plus tard. Mais voilà, et donc l'idée c'était tout simplement d'essayer de changer ça et de proposer des fleurs locales et de saison, aussi bien à des particuliers qu'à des entreprises. Et on a commencé effectivement à travailler sur ce sujet dès 2016-2017. Ok, super. Donc ce que je retiens déjà, c'est que Chloé est une pro des tableaux Excel. C'est ça. Et évidemment aussi, on va y revenir maintenant, que l'industrie de la fleur, en France, mais j'imagine que c'est un trait commun à l'international et particulièrement, disons, polluante sur plein de points de vue, et tu pourras nous en parler, et que Fleurs d'ici propose une solution pour pouvoir se fournir en bouquets de fleurs, notamment, sans pour autant détruire la planète et avoir des fleurs qui font le tour du monde. Justement, avant de nous présenter comment fonctionne Fleurs d'ici précisément, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'industrie de la fleur? Et moi, ça m'intéresse aussi de voir peut-être les affinités ou pourquoi cette industrie-là et ces fameux 2 pages Word. Est-ce que, à titre personnel, ça t'intéressait? Est-ce que, pourquoi la fleur et quels sont ses fameux impacts?
Alors, 2 choses. La première, c'est je m'appelle Hortense, ça fait marrer tout le monde, mais Hortense, en latin, ça veut dire hortus, ça veut dire jardin. Okay. Et donc, mon nom veut dire jardin, et sinon, je devais m'appeler Iris, donc ça vous donne déjà une petite indication de quel genre de famille je viens. Donc, famille d'amoureux des fleurs. Ma mère, ma grand-mère, ma tante, enfin bref, on vient d'une famille qui est très, très portée sur la nature. Mais plutôt la nature sauvage, pas tellement la nature domptée façon jardin français, plutôt le jardin anglais. Et c'est d'ailleurs comme ça que s'appelle la direction artistique de Fleurs d'ici. Donc c'est plutôt voilà ce côté un peu sauvage, pas le bouquet rond serré, etc. Et donc effectivement, moi quand j'étais petite, quand j'avais mal à la tête, ma mère me donnait de la tisane de Reine des Prés et pas de l'aspirine etc. Enfin voilà, on était dans une famille assez écolo, enfin pas écolo, mais en fait juste comment dire, qui vit en lien avec la nature. Ouais, c'est ça, proche de la nature. Et surtout, enfin, je pense que ça va avoir une importance capitale dans la suite de l'épisode. C'est se reconnecter aussi au produit et pas l'apprécier uniquement pour son esthétique, mais l'apprécier aussi pour, j'imagine, la manière dont il a été cultivé, par qui. C'est ça. Un peu vers ça que tu nous emmènes. Exactement. Et c'est vrai que moi, je viens d'une famille, à nouveau, où on pratique le glanage, ce qui est un truc un peu, voilà, pour des gens. En plus, je suis citadine, donc c'est un peu étrange, mais voilà, moi, quand j'étais petite, on allait le week-end cueillir des cerises sur les arbres, les orties blanches pour faire de la soupe, manger les fans de radis, et voilà. Et enfin, je veux dire, tout était tout à fait normal, et il y avait pas de coca ni de produits transformés dans le frigo. Donc c'est vrai que la fleur avait une place particulièrement importante. C'est ça. Et donc la fleur pour moi c'est plus en tant que symbole de la nature finalement qu'elle m'intéresse, de quelque chose qui doit être particulièrement naturel et qui en fait quand on y regarde bien, la fleur qu'on achète chez la majorité des fleuristes, pas tous, hein, il y en a quand même qui sont et de plus en plus d'ailleurs, qui aujourd'hui cherchent à se fournir de façon plus vertueuse. Mais la fleur, quand nous on est arrivé sur le marché, c'était un produit. C'est comme si on offrait du carbone en fait. Offrir une fleur, c'était offrir un bouquet d'hydrocarbures, ce qui était quand même assez étrange pour quelque chose qui est censé être le symbole de la nature. Et donc ça nous a semblé être un peu un scandale. Alors on ne parle pas de la fin dans le monde, c'est un mini scandale, mais sur un produit aussi emblématique, il nous a semblé que c'était pas possible en fait de ne rien faire. C'était tellement hypocrite quelque part que ça nous a semblé quand même être vraiment une aberration et qu'il y avait sans doute quelque chose à faire. Ouais, c'est la parfaite illustration parce que ce que je vous présente est beau. Bah, ça ne vous fait pas vous questionner sur son impact et sur les conséquences que ça peut avoir ailleurs, quoi. Et en design, c'est vraiment ça qu'on se confronte nous. C'est on s'arrête sur cette première couche de ce qu'on voit et du coup on s'interroge pas. Parce que c'est beau, bah non, ça peut pas être mauvais. Exactement, c'est beau et en plus c'est vivant. Enfin, c'est soi-disant vivant. Oui. Donc il y a le lien avec le beau, avec le vivant, la nature. Bref, tout ça fait une espèce d'écran qui fait effectivement que personne ne se questionne sur attendez mais c'est quoi ce que j'ai là dans ma main en fait. Et donc c'est vrai que moi c'est beaucoup mu par ça et donc comme vous l'avez compris, j'ai un intérêt et une connaissance par ma famille de qu'est-ce que c'est qu'une fleur naturelle pour le coup, enfin sauvage j'ai envie de dire. Et du coup j'ai été très surprise en tant qu'amatrice de fleurs glanées de voir que chez les fleuristes du 1er janvier au 31 décembre on avait toujours le même assortiment, c'est-à-dire que vous avez 15 variétés en gros, pas beaucoup plus, alors qu'il existe des milliers de variétés de fleurs. Vous avez 15 variétés qui ne changent pas, enfin mis à part les coloris, qui ne changent pas du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, j'ai commencé à me questionner. Il se trouve qu'à l'époque, j'habitais Place des Fêtes, et Place des Fêtes, c'est un très grand marché. Et notamment, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Henri, qui devait avoir pas loin de 80 ans, petit, les cheveux blancs, les yeux bleus, assez perçants, et qui vendait des fleurs de son jardin, quasiment. Et puis, un peu de production qu'il allait acheter à Rungis. Évidemment, moi, je voyais bien la différence. D'un côté, il y avait du lilas, du seringa, enfin, des fleurs comme glanées. Et puis de l'autre, des roses rouges bien droites, bien calibrées, qui faisaient toutes la même taille, qui avaient pas de parfum. Et donc, j'ai commencé à parler avec lui et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, l'essentiel des fleurs était issu de l'importation. Donc, pour répondre à ton autre question, qui est qu'est-ce que c'est que le marché de la fleur? Le marché de la fleur, c'est essentiellement 4 pays producteurs dans le monde. En Afrique, il y a le Kenya et l'Éthiopie. Et en Amérique latine, il y a la Colombie et l'Équateur. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que typiquement en Colombie,
c'était une culture substitutive de la coca qui a été mise en place par les États-Unis au moment de la lutte anti-drogue dans les années 70-80. Et donc, en fait, la fleur devait prendre le relais de la coca et a été proposée comme ça aux paysans finalement qui autrefois produisaient de la coca en relais de culture, en relais économique, exactement. Je me disais, attends, pour faire de la drogue, je comprends pas. Non, pas pour faire de la drogue, pour justement arrêter d'inonder le marché américain avec de la drogue issue de Colombie. Ils ont financé des cultures qui étaient tout aussi, pour le coup, ils ont fait pensant faire un mal pour un bien, enfin voilà, c'était un peu ça le sujet. Et donc c'est assez drôle de voir que et le yé aussi, enfin voilà, c'est assez drôle de voir comment ces histoires se sont mises en place. Et donc aujourd'hui, l'essentiel, je dirais, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais l'ordre de grandeur, ça doit être que 80 à 90% des roses rouges que vous trouverez sur le marché en France viennent de Colombie, donc sont produites dans des océans de plastique, c'est-à-dire des espèces de fermes sous serre comme on voit aussi en Espagne sur la culture voilà de Almeria, etc. C'est donc vraiment le paysage c'est une mer de plastique avec que des femmes essentiellement ou des enfants qui travaillent pour moins de $100 par mois et qui sont exposés à des telles doses de pesticides et d'intrants qu'ils ont des maladies respiratoires qui naturellement ne sont pas prises en charge par le système étatique. Donc il y a des impacts évidemment environnementaux, il y a des impacts sociaux de santé sur ces populations. Il y a des impacts ensuite de transport, puisqu'ensuite ces fleurs, on les met donc dans des avions réfrigérés. Tout ça arrive à Aalsmeer, donc dans la banlieue de Schiphol, enfin dans la banlieue d'Amsterdam, le plus grand marché aux fleurs au monde. Il est là. C'est Rungis des fleurs, quoi. Mais sauf que ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait plus de 10 fois la taille de Rungis en termes de surface. Et là, en fait, ce qui est complètement dingue, c'est que la fleur, c'est quand même un produit frais et fragile. Et aujourd'hui, en 2024, à l'ère où tout est digitalisé, les fleurs transitent encore physiquement par cette plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu un très bon reportage de Hugo Clément sur Le Front sur le sujet, sur France 5, auquel on a pas mal participé. On voyait qu'il y a un cultivateur d'hortensias en Bretagne. Ces hortensias sont récupérées, vont jusqu'à Aalsmeer en camion et reviennent ensuite pour être commercialisées en Bretagne à quelques kilomètres de là où elles sont produites. Donc les fleurs, elles font des allers-retours alors que c'est un produit frais et fragile. Ce qui évidemment a pour conséquence émission de CO2 et en plus un coût évidemment puisqu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans cette chaîne de valeur-là. Et enfin, un problème pour le consommateur qui est que ces fleurs du coup elles ont déjà 10 jours en moyenne de cueil le jour où elles arrivent chez vous. Alors les gens ils me disent ah mais moi j'ai pas la main verte. Ah non, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir la main verte. Ça a à voir avec le fait que ces fleurs, elles ont été maltraitées en fait. Elles ont fait de l'avion, du camion, elles ont fait du frigo, enfin voilà. Puis c'est le serpent qui se mord la queue parce que plus tu vas abîmer ça, plus tes fleurs, tu vas avoir besoin de les conditionner ou que sais-je de telle manière pour qu'elles durent longtemps, donc on va mettre encore plus d'intrants, donc enfin bref. C'est ça. Okay. Et par ailleurs, évidemment, pour pouvoir ce qui est intéressant aussi, c'est que le parfum, c'est la caractéristique qui demande le plus d'énergie à la plante. Par conséquent, on a créé des OGM, des cultivars, qui sont des fleurs sans parfum. Donc, les roses que vous voyez que, par exemple, les vendeurs à la sauvette dans les restaurants parisiens vous vendent, elles sentent le plastique. Elles ne sentent pas une rose, ça a un parfum normalement. Ah, donc ils ont enlevé ça pour que la plante résiste davantage. Exactement. Pour qu'elle puisse être transportée, réfrigérée. Les propriétés naturelles de la plante pour qu'elle résiste mieux, quoi. On lui a ôté son âme. C'est-à-dire que les fleurs qui passent dans ces circuits-là n'ont plus d'âme. C'est plus des produits vivants. C'est des produits qui ont été modifiés pour être adaptés à un certain commerce, à une certaine façon de faire du commerce, oui, c'est ça. Qui n'est même pas vraiment très efficace en plus, parce que là, on va avoir les chantres du productivisme, etc., qui vont dire oui, mais c'est comme ça, c'est à ce prix-là que on peut faire du développement dans les pays en voie de développement. Tout ça est évidemment parfaitement faux. Et par ailleurs, il y a vraiment d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus efficaces à tout point de vue. Aussi bien d'un point de vue économique, déjà en premier lieu, et ensuite d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, mais qui sont tout simplement plus efficaces, voilà. Et du coup justement,
quels sont ces moyens, ces manières de faire plus efficaces? Fleurs d'ici en fait partie. Il y en a peut-être d'autres, évidemment. J'imagine que dans le choix des espèces ou toutes ces choses-là. Mais Fleurs d'ici, qu'est-ce que vous proposez? Comment est-ce que tu rends justement ce produit si fragile et si fragile éphémère et éphémère, tout à fait. Comment c'est organisé? Qu'est-ce que vous faites? Alors, précisément, en fait, nous, le défi auquel on a voulu répondre, qui nous semblait juste être le bon sens, finalement, c'est de consommer localement des fleurs produites localement. Déjà, il faut savoir que, en fait, contrairement aux idées reçues, il y a des fleurs en France, partout, en toute saison. C'est-à-dire que la fleur, c'est pas uniquement sur la Côte d'Azur entre juin et août. Non, il y a des fleurs tout le temps, en toute saison. C'est comme les fruits et légumes. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, vous ne pourrez pas, si vous voulez manger des fruits de saison, vous ne pourrez pas manger des cerises au mois de février. C'est pas possible. Ou des fraises. Les fraises, c'est au mois de mai. Les cerises, c'est au mois de juin. Et ben les fleurs, c'est pareil. Il y a des variétés qui sont, par exemple, la tulipe, c'est une fleur qui est de saison en janvier, février. Le mimosa, c'est une fleur d'hiver. La giroflée, c'est une fleur d'hiver. En revanche, la rose, ça va plutôt être de mai à novembre. Mais quand même, c'est 6 mois. C'est pas non plus 1 mois. Donc voilà, il faut juste réapprendre à consommer des fleurs, ou en profiter, parce que consommer, c'est un moche mot, mais à voir les fleurs comme elles sont dans leur milieu naturel, en saison. Et pas des fleurs qui sont domptées, entre guillemets, et qui sont dressées pour devenir des espèces de choses qui sont plus tellement vivantes finalement. Ouais. Et donc voilà. Déjà la première chose, c'est accepter comment dire, il y a bien une question de saisonnalité, mais c'est accepter dans Fleurs d'ici le fait qu'on ait des fleurs toute l'année, mais en revanche, on ne va pas trouver les mêmes fleurs à tous les moments de l'année. Et c'est ça la beauté, selon moi, du produit, c'est qu'en fait, quand on est arrivé sur le marché en disant le consommateur, donc en 2018, on a commencé à commercialiser, quand on a dit les consommateurs ne vont pas choisir leur bouquet, les acteurs qui étaient déjà présents sur le marché nous ont regardés comme si on était zinzin. Ouais, alors qu'en fait, ça se faisait déjà dans l'alimentaire avec le principe des paniers. Et donc on voyait bien que les gens étaient OK en fait. À partir du moment où ça respecte une certaine direction artistique globale, les gens sont au contraire, de toute façon, faire choisir, les variétés qu'on utilise, par exemple la scabieuse, même la giroflée, je pense qu'il y a plein de gens qui savent même pas à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que je leur ferais choisir sur une liste, sur un papier, ils sauraient pas. En revanche, ce qu'ils veulent pouvoir dire, ce qu'ils veulent, c'est un budget, éventuellement une couleur et un style. Est-ce que je veux un bouquet très rond, très serré, très artificiel avec du papier cristal, etc. et du papier crépon, ou est-ce que je veux quelque chose de plus libre, de plus créatif, etc. Voilà. Donc c'était à peu près ça en fait. Et on a donc déstandardisé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déstandardisé un produit. Ok, ouais. Pour le restandardiser. On est parti le standard qui était celui qui existait quand on est arrivé sur le marché, c'était vous alliez choisir sur catalogue quelque part un bouquet, j'ai n'importe quoi, Acapulco avec toute l'année ce bouquet il aurait 3 tournesols, 2 roses rouges, 3 fraisias, voilà. Et donc en fait, ce qui est hyper compliqué, d'abord, c'est très contraignant d'un point de vue achat, parce que ça veut dire que vous devez sécuriser vos approvisionnements toute l'année, dans certaines quantités, et ça veut dire que vous n'avez aucune souplesse d'acheteur, vous n'avez pas cette capacité, en fait, qu'ont les bons artisans. De vous adapter aux matières premières disponibles. Exactement, et de faire donc le meilleur choix, au meilleur moment, au meilleur prix. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'en redonnant de la liberté aux artisans qui font la préparation, c'est qu'en fait, ils vont eux-mêmes adapter leur création, entre guillemets, leur production à ce qui est disponible en termes de matières premières. Peut-être pour mieux comprendre, avant là de revenir sur ces points-là, parce que ça m'emmène vers les questions suivantes. Peut-être juste pour revenir sur les fondements de Fleurs d'ici, parce que là, tu commences à parler justement de celles et ceux qui font les bouquets. Mais Fleurs d'ici, moi, en tant que consommateur ou consommatrice, c'est un site, tu disais plateforme, site, en tout cas, voilà, je choisis mon bouquet qui ne m'est pas présenté par rapport à quelle fleur trouver, mais plutôt par rapport à des caractéristiques et une fonction que ce bouquet va servir. Ensuite, par rapport à ma commande, en lien avec ma commande, ce sont des préparatrices autour de moi qui les préparent.
et qui vont me les livrer, c'est ça? En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est le modèle Fleur d'ici et le modèle plus largement WeTrade local. C'est quoi? C'est un producteur agricole local, ou un collectif de producteurs agricoles locaux, puisque chaque producteur va produire des choses différentes, qui va produire du feuillage, qui va produire des grosses fleurs, qui va produire des fleurs secondaires. Et ces gens-là ne produisent pas tous un assortiment. Donc, en fait, pour faire un produit fini, il faut un assortiment. Donc, il faut faire travailler plusieurs producteurs agricoles ensemble. Ensuite, on a une deuxième étape qui est l'étape de la préparation du bouquet. Donc, c'est une étape d'assemblage. Et ça, c'est fait par des fleuristes, qui chez nous sont des fleuristes artisans indépendants, qui ont chacun des pas de porte, des boutiques, et auxquels on apporte un nouveau service. Exactement, un nouveau service et une rémunération complémentaire en proposant de préparer les bouquets selon la direction artistique sur laquelle on s'est mis d'accord évidemment ensemble, et en s'engageant à n'utiliser que des fleurs locales et de saison. Qui sont fournies par ces fameux personnes qui ont les cultures. Exactement. Et ensuite, on a un service de livraison. Donc c'est des livreurs indépendants décarbonés, vélo ou quoi, qui vont ensuite livrer les compositions aux clients. Et donc c'est un producteur local avec un transformateur local au service d'un client local. Tout ça donc c'est des indépendants. Tout ça sont des gens indépendants qui sont orchestrés par le biais d'une plateforme digitale qui permet effectivement d'organiser les flux. Ok. Enfin, le pitch, il était parfait. T'en as fait des concours de pitch, quoi. Et donc, ça se passe dans un périmètre de combien de kilomètres environ? Alors, nous, on travaille donc partout en France. On a développé, aujourd'hui, on a des centaines de fleuristes partenaires et des centaines de producteurs, des milliers de producteurs partenaires partout en France. Et donc, la façon dont ça va fonctionner, c'est que toi, tu veux faire livrer un bouquet à ta tante qui est à Bordeaux. La commande, elle est prise en charge par un fleuriste de Bordeaux, qui lui-même se sera fourni auprès de producteurs d'Aquitaine, en fait. Donc on est sur une échelle régionale quand il s'agit de la production, mais par contre, le fleuriste, en général, il est à quelques dizaines de kilomètres du maximum du point de livraison. Ok. Et du coup, petite question idiote, mais en termes de logistique, ce fleuriste de Bordeaux, il ou elle va recevoir quelques fleurs des différents producteurs. Il y a des stocks. Non. Alors justement, c'est pour ça que sur Fleur d'ici, on n'est pas sur la commande instantanée précisément, parce que toute l'idée, et après je pourrais y revenir, c'était aussi dans une logique d'optimisation des flux, que les gens n'aient pas besoin d'avoir du stock pour exécuter nos commandes. Je m'explique. Un producteur, là où il y avait une réserve de valeur sur laquelle on a pu s'appuyer pour construire le système de façon plus vertueuse, sans presser, sans négocier les prix ni avec les producteurs ni avec les fleuristes, c'est qu'en fait, un producteur, il jette jusqu'à 50% de sa matière première. Tellement le marché, il est mal organisé. De fleurs. De fleurs. Ok. Donc en général, tellement 50%. Donc c'est-à-dire 50% de son travail, de la ressource en terre, de la ressource en eau, de tout du CO2 émis, etc. Tout ça, c'est perdu. Pourquoi? Parce que la chaîne de distribution est mal optimisée derrière. Donc les producteurs, ils produisent sans trop savoir ce qu'ils vont vendre. Et puis après, ils vendent ce qu'ils peuvent, ils remettent en frigo. Enfin bon, bref, ça ne marche pas. Le fleuriste, lui, il a dans ses coûts, il a à peu près 30% de pertes de matières premières aussi, parce que c'est de la fleur fraîche, et donc la fleur fraîche, au bout d'un certain temps, elle est plus fraîche, et donc il la met à la poubelle. Et donc précisément, ça, nous, on a essayé d'optimiser toute cette chaîne de valeur-là en permettant en fait aux fleuristes d'acheter au plus juste et de pouvoir faire du prédictif auprès des producteurs aussi, de sorte à ce qu'eux puissent produire, ou en tout cas couper au plus juste. Parce qu'une fleur qui est encore sur pied, elle peut durer un certain temps. Une fois qu'elle est coupée, elle est coupée. Donc toute l'histoire, c'est justement pour ça que vous pouvez pas commander sur Fleur d'ici pour livraison le jour même. C'est parce que nous, on essaye d'anticiper au maximum auprès des fleuristes, que eux-mêmes puissent anticiper au maximum auprès des producteurs. Et donc il y a un petit délai. Effectivement, c'est quasiment les fleurs sont pas produites à la demande, parce qu'une fleur ça pousse pas en 2 jours, mais elles sont coupées à la demande. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à fournir un produit qui est optimal à la fois en termes de fraîcheur, mais aussi en termes de coût. Et donc là, on y revient sur l'expérience usagée. Donc c'est ça que j'allais, ce sur quoi j'allais revenir. Tu as commencé à en parler tout à l'heure. L'expérience usagée est presque inchangée au niveau du résultat fini, parce que je reçois un bouquet qui est, moi j'aurais tendance à dire encore plus beau, mais bon, ça c'est une question d'opinion, frais, etc.
Peut-être la seule chose qui va changer, c'est cette question de délai. Mais c'est quoi? Enfin, en fait, j'imagine que dès que tu as une commande de bouquet, de toutes les manières, c'est rarement immédiat. Là où c'est immédiat, c'est quand tu vas au fleuriste du coin. Mais là, c'est de la commande en ligne. Donc alors, il y a des pure players qui sont capables de vous livrer dans la journée sur une commande internet. Mais ça suppose qu'effectivement, il y a du stock et que les fleurs sont peut-être pas aussi fraîches. L'instantanéité est souvent un démultiplicateur d'impact, quoi. Exactement, exactement. Mais ça, de toute façon, tout le monde le comprend. On le voit bien avec des plateformes dont je citerai pas le nom, mais ça se paye. Il y a forcément quelqu'un qui paye le coût de j'ai besoin d'un truc dans les 5 minutes de cette immédiateté. On le voit avec le coût de commerce, etc. Enfin voilà, je pense que ça n'est pas je sais pas à quel point ça peut être très vertueux finalement de cette logique d'immédiateté et de disponibilité 24 heures sur 24 de tout le temps. Je vois pas tellement bien comment ça peut se tenir dans le temps. Et forcément, ça a un coût qui est forcément répercuté d'une façon ou d'une autre, soit socialement, soit écologiquement. Enfin voilà. Donc. Mais là, ce délai, il est de combien de temps pour recevoir ton bouquet? Chez nous, c'est 2 jours. 2 jours? Ouais. Ah oui, mais d'accord. Non, c'est pas non plus 3 semaines. Hein. Mais effectivement, 2 jours, c'est ce que nous, on estime être le temps juste pour rentrer dans un workflow. Et après, par exemple, on livre pas le lundi, par exemple, parce que le lundi, c'est un peu comme la marée. Ça veut dire que c'est des fleurs qui seraient pas fraîches. Enfin voilà, donc il y a un certain nombre de contraintes comme ça. Mais donc on n'est pas, c'est pas aussi flexible que plein d'autres services de livraison de fleurs, mais il y a une raison. Mais tu gagnes quand même aussi t'as quand même des gains de temps ailleurs dans la chaîne. Parce que c'est-à-dire que là, dans la mesure où t'es sur une livraison hyper locale, t'es aussi beaucoup moins dépendant, et c'est beaucoup moins risqué en termes d'intempéries, en termes d'embouteillage. Enfin, c'est idiot, hein. Oui. Mais tu gagnes en distance, donc forcément, il y a un moment où, bien sûr, tu gagnes aussi en temps à ce sujet, quoi. Ok. Donc ça, pour la partie usager, moi, ce que je trouve passionnant dans ce projet, c'est qu'on a un peu tendance sur, nous, on le voit dans tous les projets de transformation. Si je m'étais adressée à, je sais pas, à un pure player des bouquets de fleurs ou de la fleur et qu'on lui avait dit, OK, transformons votre modèle, 95% des entreprises, elles ont tendance à regarder directement le produit et cette personne aurait probablement dit, OK, bon, au lieu de faire des roses, je vais faire autre chose parce que ça consomme moins d'eau, quoi. Et là, ce que je trouve assez passionnant, c'est que vous avez quasiment rien changé au produit fini, sauf quand même, point hyper important, c'est que vous êtes revenu à cette notion de on va pas se concentrer sur quelle fleur on met dans le bouquet, mais plutôt sur quelles sont les propriétés, les fonctions, éventuellement la couleur et les caractéristiques du bouquet. Donc ça, premier point. Vous avez pas tellement changé l'expérience usagée. En revanche, là, ce que vous apportez, et c'est peut-être là où on va pivoter sur WeTrade Local, c'est vraiment cette gestion du système, en fait, logistique et de qu'est-ce qui se cache derrière et ce comment. Et moi, c'est ça que je trouve c'est ces projets-là que je trouve les plus intéressants. C'est celles et ceux qui proposent des produits, entre guillemets, basique, un bouquet de fleurs. Mais en fait, la manière dont ils le font est tout à fait innovante pour utiliser un gros mot. Donc, comment est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez mis en place et qui est moins visible du coup du consommateur sur cette partie gestion des flux logistiques et pour optimiser un maximum ces appros-là? Alors, effectivement, t'as raison, c'est intéressant, je le formule pas comme ça, mais ça m'intéresse de l'entendre dit comme ça. On s'est effectivement concentré sur la fonction, ça t'as raison, du produit, et pas sur ses caractéristiques. Je trouve que c'est intéressant de le voir comme ça, mais c'est un peu technique, mais c'est exactement ça. Et du coup, à partir du moment où on s'est concentré sur la fonction, ça nous a permis de décomplexifier le cahier des charges, en fait, de le simplifier d'une certaine façon. Et donc, en fait, on s'est dit, OK, c'est quoi la fonction d'un bouquet? C'est un cadeau, c'est de marquer une occasion, enfin voilà, il y a différentes fonctions justement. Et en fait, c'est rarement lié effectivement à une variété. Alors, sauf cas exceptionnel, cas qu'on a eu puisque on a eu le marché de la région Île-de-France pendant un certain temps, où on fournissait les fleurs pour la région. Et typiquement la présidente de région, quand elle va à des obsèques, elle voulait remettre une rose blanche parce que c'est quelque chose qui a une symbolique particulière. On a essayé de faire évoluer cette symbolique en disant que c'était peut-être une autre fleur blanche, par exemple au mois de décembre, on pourrait peut-être mettre une renoncule, mais ça n'est pas passé. Je pense que progressivement il y a encore des choses à changer, mais voilà. Mais donc du coup, comment est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a effectivement substitué
on a fait ce qu'on appelle de la redirection écologique. Ça c'est pas de moi, mais ça existe. C'est effectivement comment est-ce que on garde la même utilité, la même fonction, mais en utilisant des composantes qui sont un peu différentes au départ. Donc par exemple, nous, là où je dis n'importe quoi, nos concurrents, ce qu'ils allaient faire, c'est ce que je disais, c'était un bouquet avec toujours la même fleur, etc. Nous, on a redonné de la souplesse finalement au transformateur, à la personne qui prépare les bouquets, en lui disant, en fait, voilà, t'as tel budget. Globalement, voilà la direction artistique, voilà à quoi ça doit ressembler, et toi, tu vas faire au mieux de ce que tu vas trouver de disponible dans la nature à ce moment-là. C'est en fait notre inspiration, c'est-à-dire c'est le plat retour de marché. Vous savez, quand vous avez un restaurateur que vous aimez bien, en fait, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous savez que quoi que ce soit, son plat du jour, ça sera bien. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Et en fait, nous, la grosse innovation, qui n'en est pas vraiment une, quelque part, c'est de dire on va faire confiance au talent des artisans sur lesquels on s'appuie. Et on va justement leur redonner de l'espace pour qu'ils puissent créer au mieux de leurs aptitudes à tout moment. Ce qui est l'inverse de ce que faisaient nos concurrents. Nos concurrents, ce qu'ils disaient, je vous impose tel cahier des charges, ce sera exactement ce bouquet-là avec ces variétés-là. C'est impossible. Parce que quand vous êtes, par exemple, Interflora, pour pas les citer, ils ont un catalogue avec plus de 200 refs, même beaucoup plus. Et pour exécuter ces 200 refs, il faudrait que vous ayez Rungis à disposition. Or, un magasin de fleuristes, c'est pas Rungis, en fait. Au mieux, comme je disais, il aura une quinzaine, une vingtaine de variétés. Et donc, c'est impossible, tout simplement, pour ce fleuriste d'exécuter la commande. Et si vous allez faire un tour sur Twitter, vous verrez, tous les jours, il y a des gens qui se plaignent sur Twitter en disant « Ah, mais le bouquet que j'ai commandé, c'était le bouquet comme ça, il est pas du tout... » Non, il n'est même pas conforme, c'est la question de la conformité. Si vous êtes sur catalogue et que vous sous-traitez, entre guillemets, l'exécution, et que vous le sous-traitez à des gens que vous mettez face à c'est impossible, vous les mettez dans un défi qui est impossible à relever puisque vous leur demandez de pouvoir exécuter 200 bouquets différents sur la base de ce qu'ils ont dans leur boutique en stock à ce moment-là. C'est impossible. C'est une illusion. Et c'est complètement, en fait, ça me fait sourire depuis tout à l'heure parce que ça me fait penser à deux choses. La première est quelque chose que je t'ai pas dit en introduction, mais c'est que chez Circulab, quand on accompagne des clients dans leur transformation, on a conçu des jeux sérieux. Et en fait, on a un jeu de cartes avec le principe du et si. Et en fait, on a une carte sur Fleur d'ici et qui est donc et si on s'appuyait sur les ressources les ressources disponibles pour construire l'offre, quelque chose comme ça. Et donc cette carte parfois est utilisée dans les ateliers. Et on a travaillé récemment avec une entreprise de l'agroalimentaire pour les aider à concevoir une nouvelle offre justement qui répond et s'intègre le mieux possible dans les limites planétaires. Et moi, j'ai sorti la carte Fleur d'ici en me disant celle-là, elle va avoir un impact. Et le résultat, c'est que l'un des concepts qui est ressorti, c'était ce fameux concept où on a inversé, dont tu parlais au début. On est reparti des appros et c'est se dire, OK, comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec les appros pour voir ce qui est disponible? Et à partir de ce qui est disponible, on met sur le marché, et puis là, plutôt en termes de promesses. Donc, au lieu de dire c'est des fraises, on va dire, je sais pas, soit on retrouve une couleur, le rouge, soit on retrouve du croquant, soit tu retrouves des vitamines, j'en sais rien. Mais voilà, tu diras pas il y a des fraises dans ta salade, tu diras vous avez un produit frais. Et donc, c'était dans l'agroalimentaire, c'est exactement ça. Et les équipes, elles étaient là, putain, c'est la première fois qu'en fait, on repart des appros vers le marketing et pas l'inverse, quoi. Il faut les appeler, il faut les envoyer chez Entraide Locale parce que c'est effectivement ça donc le concept pour la suite, c'est effectivement de se dire ne pas partir d'une pseudo attente client qui n'en est pas une, qui en fait est une traduction des contraintes des industriels qui l'ont habillé en demande client, mais c'est pas vrai. Et qui du coup ont fait passer quelque part les contraintes dictées par l'outil à la place de qu'est-ce qui était disponible et qu'est-ce qui convient au client. Et donc en fait, nous on est reparti juste de le client en vrai de quoi il a besoin et qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui est possible. Et on a repensé la chaîne entre les deux. Mais c'est tout. Et c'est ça, effectivement, l'innovation qui, du coup, n'en est pas une. Enfin, je veux dire, c'est à nouveau, je veux bien me gargariser d'innovation, mais c'est juste, pour moi, c'est du bon sens. C'est de se dire, on va quand même pas se laisser dicter ce qu'on consomme
par des contraintes. En plus, nous, en tant que start-up, on n'avait pas d'outils à amortir, on n'avait pas, enfin, je veux dire, on n'avait pas d'historique à écraser. Donc, c'est là aussi où nous, on peut penser les choses différemment. Ouais. Et donc, on va pas reprendre, même si, au départ, on était parti sur un modèle hyper lourd, enfin, qui avait d'autres vertus. Au départ, tout au début de Fleurs d'ici, pour tester le marché, on a produit nous-mêmes. On était au Grand Voisin à l'époque, donc l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, et on travaillait avec la conciergerie solidaire, et on faisait travailler des femmes en insertion. Et donc on avait un atelier nous-mêmes. Moi j'étais chef d'atelier à l'époque, et voilà. Mais sauf que évidemment, on aurait fait ça. Alors ça aurait été peut-être plus vertueux parce que c'était de l'insertion, etc. Mais quelque part, on était circonscrit à travailler dans Paris, et on avait un hub de production, mais on n'aurait jamais pu couvrir l'intégralité du territoire, et ton impact, il est limité. Alors que là, effectivement, on s'est tout de suite dit, OK, comment est-ce qu'on peut démultiplier l'impact et passer à l'échelle pour que tout le monde, et que ce soit pas un truc de bobos parisiens du 11e arrondissement, mais un truc plus large qui puisse adresser l'intégralité du besoin sur toute la France. Oui, et puis même à l'étranger, quoi. Enfin, ce qui est aussi très malin, c'est qu'en termes de passage à échelle, parce que tu mentionnes le terme start-up et cette notion de scalabilité quand on est dans le milieu des start-up ressort souvent, c'est que là, tu es vraiment sur un modèle de répliquer. On en parlait tout à l'heure en off. C'est comment est-ce que ce modèle, je vais le prendre et puis je vais pouvoir l'implanter localement. En fait, le modèle tel qu'il est aujourd'hui, à partir du moment où j'ai des personnes qui vont cultiver des fleurs ou des plantes, peu importe, mais en tout cas des espèces végétales. À partir du moment où j'ai des gens qui savent les travailler, donc des artisans, à partir du moment où j'ai des clients, si j'ai ces trois composantes, mon modèle, il fonctionne, quoi. Exactement. Et du coup, c'est valable sur la fleur, mais c'est valable sur tout un tas d'autres produits. Alors, c'est ma prochaine question. Et peut-être, donc, avec, je crois, We Trade Local, vous avez voulu aller un peu plus loin que la fleur, vous diversifier. Ouais. Donc déjà, qu'est-ce que We Trade Local en quelques mots? Et ensuite, sur quoi est-ce que vous pouvez ou vous souhaitez vous diversifier, ou sur quoi est-ce que ce serait possible de se diversifier en priorité? Alors, We Trade Local, c'est le nom de notre logiciel, on va dire, enfin, de notre système propriétaire digital qu'on a développé de sorte à orchestrer en fait tous ces microflux. Il faut savoir que quand on veut faire du local, par essence, le local, il est fragmenté sur le territoire. Donc, on passe d'une logique centralisée à une logique décentralisée, à une logique un peu en cloud en fait. C'est-à-dire que c'est une logique très fractionnée, fragmentée. Et c'est une autre façon d'envisager des systèmes en fait où chacun est client et chacun est fournisseur en fait. Donc c'est des logiques beaucoup plus complexes mathématiquement qui à faire tourner avec un papier, un crayon et un fichier Excel, c'est compliqué, mais avec le digital qui permet en fait quelque part de consolider des volumes de façon abstraite, ça permet finalement de répondre aux besoins, y compris d'acteurs qui ont besoin de produits par exemple frais en grande quantité, mais en articulant ces grandes quantités, en additionnant en fait une multitude de petits fournisseurs. Je m'explique parce que c'est un peu théorique ce que je suis en train de dire. En gros, vous êtes un supermarché en Bretagne et vous avez besoin de salade. On va repartir de ce qu'on a dit, c'est-à-dire vous avez besoin de salade croquante ou de salade souple. Ça va déjà être juste ça, en fait, ce qu'on va demander. On va pas dire, est-ce que vous voulez de la scarole, de la batavia, du machin, du bidule. En fait, ça n'intéresse personne, pardon, mais... Donc, on va dire, OK, donc, vous avez besoin de X salade croquante, X salade souple. Pour réunir les volumes nécessaires à avoir un rayon toujours bien garni dans votre supermarché de Bretagne, vous allez avoir besoin de travailler, du coup. Il y a la demande, en général, en local. Vous allez avoir besoin de travailler avec X producteurs. Ça peut pas être un seul producteur, contrairement aux logiques un peu industrielles. Ça peut pas être un seul producteur qui va vous fournir. Donc, ça demande une gestion des flux qui est quand même beaucoup plus complexe. Et aussi, du coup, ça veut dire que
je dis n'importe quoi, mais un supermarché, il a qu'un seul quai de déchargement. Si son quai de déchargement, il est occupé par une noria de producteurs, parce que il y a Dédé qui vient déposer 2 caisses, et puis après il y a Jojo qui vient déposer 4 caisses, et puis après, enfin, on s'en sort pas. Donc en fait, il y a vraiment, ça demande, si quelque part, c'est une logique de grossiste, mais de grossiste digitalisé, où on va arriver à consolider les flux en amont, et du coup à optimiser les tournées et la gestion finalement de la livraison en amont, mais sans avoir besoin de le faire physiquement. Ouais. C'est tout bête en fait. C'est juste qu'on n'a plus d'entrepôt qui sert à... C'est un peu l'avatar de Rungis. Je sais pas si l'avatar, mais en tout cas, tu remplaces cette espèce de centralisation, de stockage, de massification. Exactement. On fait de la massification, mais de façon virtuelle en fait. Donc c'est de la massification virtuelle qui permet effectivement d'adresser la spécificité du local. Donc sur cette base-là, en fait, à partir du moment où il y a de la production locale, et la beauté c'est que quand même, il y a un chiffre qui est utile à avoir en tête. La France, elle est autosuffisante sur les produits agricoles à hauteur de plus de 90%. Quand même. Donc on est encore une grande nation agricole. Quand je dis 90%, c'est pas c'est en prenant en compte la diversité des produits qu'on consomme. Okay. Attention, c'est pas juste 90% en céréales, c'est 90% sur l'intégralité du bol alimentaire. Donc on a encore la capacité à le faire. Par contre, quand on regarde la carte, la façon dont les flux fonctionnent, c'est une aberration. C'est-à-dire que c'est la même chose que ce que je disais sur les hortensias qui sont produits en Bretagne, qui vont à Alsmere et qui reviennent en Bretagne. C'est exactement la même chose sur l'alimentaire. On travaille avec un producteur de pommes de la région de Lyon. Le mec, c'est plus simple pour lui d'exporter ses pommes en Bretagne que de les faire rentrer dans Lyon. Voilà. Ouais. Parce que c'est la façon dont les systèmes sont organisés, et que, voilà, etc. Et donc, voilà, tout simplement, et en même temps, très complexe. La façon dont nous, on pense qu'on peut faire les choses, c'est juste tout simplement rapprocher l'offre et la demande en la décomplexifiant. À travers WeTrade Local, qui est donc une interface, une solution digitalisée. Exactement. Okay. Donc, à quoi ça peut s'appliquer? À peu près à tout ce qui est produit localement, transformé localement, consommé localement. Donc, c'est vaste. C'est ce que je disais, les 3 trucs de tout à l'heure. À partir du moment où localement, tu as ton producteur de fleurs, ton transformateur et ton client. OK. Donc, ça peut s'appliquer à l'alimentaire, ça peut s'appliquer... Et dans ce cadre-là, il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui aujourd'hui est entrée en vigueur. Les collectivités, elles ont un peu toutes les peines du monde pour réussir à respecter cette loi, puisque en fait c'est une loi qui impose d'avoir 60% d'alimentation durable, enfin de composantes de matières premières durables dans les cantines, etc. Et c'est une tannée en fait pour l'essentiel des acteurs. C'est pas du tout simple à faire parce que la façon dont les systèmes sont organisés aujourd'hui n'est pas du tout celle-là. Et donc aujourd'hui, c'est typiquement sur ce genre d'acteurs qui a une grosse capacité à transformer les choses. Disons que la conséquence, et ça c'est un mot que vous utilisez aussi pas mal, c'est la conséquence, elle est sur la traçabilité. C'est-à-dire que l'organisation va être la cause, la manière dont c'est organisé fait aussi qu'on va avoir du mal à tracer et donc à communiquer tout simplement sur l'origine des produits. Donc là, on coche beaucoup de cases. Non seulement c'est local, mais en plus de ça, grâce à ce système d'organisation des flux, on va avoir plus de facilité à les tracer, donc à les communiquer et à respecter des cahiers des charges ou des réglementations qui nous imposent. Tout à fait. Ouais, un certain tout à fait. De durabilité, quoi. Ok. En fait, tout simplement, la semaine dernière, à Bercy, Olivia Grégoire, elle a justement organisé une réunion sur ce truc-là qui s'appelle la part de matières premières locales dans les produits. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est complètement transparent aux yeux du consommateur. Le consommateur, il sait pas. Complètement. Il voit sur un paquet de Choc à Pic, pour pas les citer, parce que c'est ce que j'ai sous les yeux souvent, sur les paquets de Choc à Pic, vous avez l'usine qui est à Amilly en Savoie, qui est bien fléchée, alors c'est un joli dessin, etc. Mais le blé, il est non mieux. C'est quand même dingo. En général, on est un des premiers pays producteurs de blé. Et non, par contre, on met origine France sur le paquet. Mais en fait, la matière première agricole, elle est pas française. Donc, Mais donc ça sous-entend que en fait, il y a quand même un point qui est important, plusieurs points qui sont importants dans ce que tu dis. La première, c'est qu'on a la capacité parce que là tu le mentionnais avec le blé ou dans cette capacité agricole, en fait, on l'a. Et ça nécessite que moi, si je suis une entreprise, là, si je reprends l'exemple de ce client, nous, avec lequel on a travaillé dans l'agroalimentaire, et que je veux passer par WeTrade Local pour une nouvelle offre, il y a un moment où je vais quand même devoir accepter de sortir du système actuel pour créer un nouveau pour rejoindre une nouvelle organisation.
probablement que je vais pas pouvoir, comment dire, je vais devoir accepter que je ne passe plus par le système en place d'approvisionnement de mes fruits et légumes si je veux passer par We Trade Local. Enfin, alors, précisément, justement, nous, on pense que ça ne se fera pas. Qu'il faut intégrer la façon dont les gros acteurs travaillent pour pouvoir vraiment changer les choses de l'intérieur. Donc, en fait, nous, on est justement, toute la logique, c'est pas de proposer un système alternatif. Je me mets à la place d'un chef de rayon. Moi, j'ai travaillé pour Carrefour. Un chef de rayon, il peut pas passer 90% de sa commande sur un outil où il va commander, je dis n'importe quoi, mais le gros de sa marchandise, c'est kiwis, c'est citrons, des trucs qu'on trouvera, enfin les kiwis ça va, mais les citrons, tous les trucs qu'on trouvera pas en France et que quand même il va falloir un peu de temps avant que les supermarchés disent j'ai plus de bananes, j'ai plus de citrons, ça va prendre un peu de temps. Donc on va pas réussir à leur imposer de faire une commande sur un outil et ensuite le reste de leur commande pour les pouillèmes qui restent en local sur un autre. Donc il faut effectivement, c'est toute la logique, c'est comment on va intégrer les outils dès le départ, de sorte à pas être le nice to have, pas être le petit truc qu'on fait à côté et qu'en fait ils oublient parce qu'ils ont déjà passé 3 quarts d'heure à remplir leur commande sur un outil et qu'on leur demande de passer sur un autre. C'est pas possible en fait. Que cet outil-là devienne le nouvel outil d'approvisionnement et de gestion des flux logistiques. C'est ça, c'est ça. Ok. Et est-ce qu'il y a des industries, et peut-être après j'en reviendrai aux questions plus rétrospectives sur l'expérience Fleur d'ici. Est-ce qu'il y a des industries, des secteurs ou des flux sur lesquels vous avez fait des tentatives, où vous avez eu des demandes et pour lesquelles il y a eu encore davantage de difficultés en France? On n'a pas encore eu ce genre de cas, parce qu'on n'a pas encore, pour l'instant, on est dans la phase de développement de l'outil digital justement qui sert à faire les autres filières. Nous, ce qu'on imagine, typiquement, tu me demandais tout à l'heure sur quel type de filière ça pourrait marcher. Je t'ai cité la filière de la bière parce que la bière, c'est une filière dans laquelle aujourd'hui il y a des milliers de microbrasseries qui sont développées. Aujourd'hui, il y a 2000 microbrasseries sur le territoire français. On est un des plus gros pays producteurs de malt au monde, qui est la base de la bière. Le houblon, c'est un peu comme le sel et le poivre, c'est ce qui donne le goût. Et là-dessus, il y a encore des efforts à faire pour que la matière première houblon soit réintroduite, qu'on puisse réintroduire la filière, etc. Mais nous, on a vu comment ça s'était passé sur les fleurs, donc on voit que c'est possible. Mais voilà, c'est typiquement faire de la bière locale à partir d'une matière première locale, ce serait possible. Pour des clients locaux. Pour des clients locaux, ce serait possible. Ok. Et tu mentionnais le lin aussi, non? C'était le lin? Le lin, ouais. Le lin, la France, c'est un des premiers pays producteurs au monde. Je crois que c'est le premier ou le deuxième. C'est 3 critères. Mais typiquement, effectivement, la filière lin, elle est très dynamique et on voit d'ailleurs, pour le coup, le gouvernement a un plan sur cette filière-là et on voit des acteurs se restructurer sur la partie tissage, puisqu'aujourd'hui c'est ça l'absurdité à nouveau, c'est que l'outil industriel il est parti en Pologne, dans les pays de l'Est. Et donc ou en Chine, on exporte du lin français, c'est-à-dire que là c'est vraiment c'est ça, là c'est vraiment le pire du pire, c'est-à-dire qu'on utilise de la terre agricole en France pour faire de la matière première et la valeur ajoutée, elle est produite dans un autre pays et ensuite on va réimporter ces produits une fois qu'ils sont transformés et donc la chaîne de valeur se termine ici et donc c'est ici qu'on génère le chiffre d'affaires sur un produit sur lequel nous en fait on n'aurait été qu'à l'origine de quelques pouillèmes donc ça veut dire que c'est un outil assez puissant aussi en termes de relocalisation de savoir-faire, de maintien de savoir-faire. Enfin, on pense à toutes les filières. Je pense à la dentelle parce que tu as plein de sujets passionnants, corail artefact, etc. sur ce sujet-là. Mais c'est aussi un outil qui va permettre, c'est l'exemple des microbrasseries, de développer des nouveaux métiers et de maintenir aussi l'artisanat français local, quoi. Absolument. Et donc ça, c'est super précieux. Et effectivement, alors c'est là où par contre c'est assez antagoniste avec une certaine vision du marché, du gouvernement, etc. C'est-à-dire que on est encore en France aujourd'hui, on le voit dans les plans France 2030, etc., très très tributaire d'une vision, pour moi, un peu ancienne
comment dire, de la structuration économique des outils. C'est-à-dire que on continue à penser que c'est les gigafactories qui vont nous sauver la vie. Ça, ouais. Alors que nous, ce qu'on pense, c'est que c'est précisément en faisant du fractionné. Mon idée n'est pas de dire small is beautiful. C'est pas du tout notre logique. En revanche, nous, on pense que en réussissant à fractionner les outils de transformation et les outils de production, on peut réussir finalement à produire un produit à très grande échelle et compétitif. Pas mal. On aurait pu s'arrêter sur ça, mais j'ai encore 2 questions à poser. Mais ça aurait fait une belle fin d'émission. Peut-être il nous reste peu de temps. Il y a 2 questions que j'aimerais te poser. La première, c'est quelles ont été les plus grandes difficultés ou même les difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans toute cette aventure, puisque depuis tout à l'heure, on parle de plein de choses et on a l'impression qu'il y a plein de choses qui se sont très bien passées. Mais j'imagine qu'il y a eu beaucoup de difficultés sur la route. T'es pas obligé de toutes les citer, hein, s'il y en a plein, parce que je vois dans tes yeux qu'il y en a peut-être plein. Mais disons les principales difficultés que tu as rencontrées et peut-être idéalement aussi celles pour lesquelles tu as pu saisir des leviers qui t'ont permis de t'en sortir, quoi, parce que quand on a un projet d'innovation, mais qui n'est pas une innovation sous-tendue par de la science, ce qui est notre cas, c'est une innovation d'usage. C'est compliqué de trouver des financements pour ce type d'innovation. L'innovation, elle est très soutenue en France. Il y a un système de financement qui est assez bien gaulé pour les initiatives de ce type, mais c'est des initiatives très prométhéenne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous qui avons une initiative qui consiste une innovation qui consiste à dire que quelque part pas c'était mieux avant, mais parce que c'est pas le sujet, mais c'est justement comment est-ce qu'on peut pas faire table rase du passé, mais essayer de voir comment optimiser des choses déjà existantes. C'est pas très sexy. C'est une vision qui est pas tout à fait assez transformative, futuriste, j'ai envie de dire. Enfin, vous y mettez de la tech. Oui, voilà. Oui, mais c'est ça aussi que tu te. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a réussi à lever de l'argent, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on est encore très prisonnier, à mon avis, d'une certaine image du progrès, qui est une image du progrès tel qu'il était dans les années 60. Enfin voilà, je pense qu'on n'a pas encore complètement fait notre aggiornamento sur qu'est-ce que c'est que le progrès en 2024. Et d'ailleurs le président nous l'a dit, en nous disant l'empahui, la miche, etc. Je pense que la vérité, évidemment, est au milieu, comme toujours, et que donc, il faut accepter de penser ça. Donc, une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est celle-là. C'est effectivement comment est-ce que quand on a un projet aussi ambitieux, mais qui repose pas sur des brevets ou je sais pas quoi, comment est-ce qu'on réussit à se faire financer? Mais on a réussi, donc il y a quand même, ça existe. Mais c'est plus long et c'est plus complexe, et voilà. Après, l'autre difficulté, et ça, c'est ce qui m'a le plus surpris parce que je pensais que je serais très forte là-dessus, et en fait pas du tout. C'est comment est-ce qu'on fait une culture d'entreprise qui tient la route, quoi. Je pensais que moi, étant très convaincue, ça suffirait. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Voilà, gérer un collectif sur le long terme, ça demande quand même d'être hyper vigilant, notamment sur la façon dont on fait ces recrutements. J'en parlais avec un autre entrepreneur. Lui, ils sont 400. Il a vu chaque personne. Je pense que c'est indispensable. Moi, j'ai pas fait ça et je le regrette. Parce qu'en fait, ça va très vite de créer du décalage dans la culture d'entreprise si on n'est pas attentif à ça. Donc voilà, mon conseil, c'est de dire de voir chaque personne qu'on recrute. Ouais, et peut-être ça peut paraître inné, on se dit dans une culture, dans une entreprise où voilà, on veut créer de l'impact, on est convaincu, ou forcément ça se passera bien. Mais c'est peut-être encore plus difficile parce qu'en fait, on se rend compte que c'est des choses quand même très personnelles. Et c'est pas parce qu'on fait du bien selon nous que voilà, que dans une culture d'entreprise, ça va être facile
il faut pas hésiter à expliciter les choses. C'est pour ça que c'est vrai que c'est assez clair, enfin c'est assez nécessaire, pardon, de formaliser. Et moi, je suis pas très, je fais pas ça très très bien. Donc voilà. Et peut-être la dernière question, parce que le temps file. Si peut-être pour finir sur une note positive et pas sur les deux freins, une note positive, si tu te projetais, disons, voilà, dans plusieurs décennies et que tu parlais à tes petits-enfants, quelle serait la chose principale que tu souhaiterais qu'ils sachent de ton aventure Fleur d'ici, WeTrade local, ou qu'ils retiennent, si tu devais leur dire quelque chose? Alors, merci de m'offrir cette dernière phrase qui, en plus, il se trouve, est notre signature de la politique RH. C'est en se plantant qu'on devient cultivé. Pas mal. Je l'avais pas préparé. C'est en se plantant qu'on devient cultivé. Bah, c'est parfait. Ça fait le lien entre les fleurs, l'entrepreneuriat et puis tout ça, et la culture du risque. Merci beaucoup, Hortense. C'était passionnant. Je vais mettre le lien vers Fleur d'ici sur l'épisode du podcast. Je recommande vivement toutes les personnes qui nous ont écoutés d'aller regarder ce magnifique projet et de commander des fleurs, pas trop, hein, parce que sinon on comprend. Ça peut, enfin cela dit, si avec Fleur d'ici, on peut avec se Fleur permettre d'ici, au contraire, contraire, c'est même plutôt vertueux. Ça encourage les abeilles, ça permet de faire des cultures variées, d'enrichir la terre. Non, au contraire, c'est plutôt une bonne idée. Bah voilà, comme quoi c'est là-dessus qu'on en vient au sujet de créer de l'impact positif, c'est qu'on peut enfin consommer beaucoup de bouquets de fleurs. Bonne continuation à tous et tous. Merci de nous avoir écoutés encore. Merci Hortense. Merci Justine.